Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, monsieur le délégué général, monsieur le secrétaire perpétuel, chers amis. Voilà, nous nous retrouvons une fois de plus pour les rendez-vous de l'Académie royale à la délégation générale. C'est une joie de vous revoir puisque c'est notre premier rendez-vous de l'année. Merci, cher Hervé Asquin, d'être là. Merci, Xavier Lambrex, rédacteur en chef à TV5 Monde, d'être là également pour animer ce qui, je pense, va être un débat animé lui-même et une conférence extrêmement intéressante autour de cette publication « Déconstruire la Belgique ». J'attire votre attention sur le point d'interrogation. Pour lui assurer un avenir, j'attire votre attention sur le point d'interrogation parce que ça change tout. Voilà, je ne parlerai pas plus longtemps. Vous savez tous que nous sommes très heureux, Zénon Coal, conseiller à la délégation, l'équipe de la délégation générale et aussi nos partenaires de la WEX et de Wallonie-Bruxelles Tourisme. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous souhaitons une excellente soirée et surtout, n'hésitez pas à poser plus tard toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Merci beaucoup. Alors, difficile de résumer la carrière, il faudrait dire les carrières d'Hervé Asquin, surtout en quelques mots. Vous êtes né à Charleroi, Hervé Asquin. Vous êtes docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles. C'est une université qui va beaucoup compter dans votre vie. J'imagine que ceux qui sont là le savent déjà. Vous avez été professeur d'histoire à l'ULB. J'ai eu d'ailleurs l'honneur d'être votre élève il y a quelques années. Entre 82 et 95, vous avez été le recteur et ensuite le président du conseil d'administration de l'université. Et vous avez aussi été, et entre autres, le directeur de l'Institut d'études des religions et de la laïcité de l'ULB toujours, avant de devenir aujourd'hui le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, à ne pas confondre, attention, avec l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, et on est déjà un petit peu dans le débat que nous aurons tout à l'heure en faisant cette distinction. Vous avez aussi eu une carrière politique, que je vais essayer de résumer aussi en quelques mots. Vous avez été sénateur, député du Parlement fédéral, vous avez été ministre du gouvernement de la région de Bruxelles et ministre du gouvernement de la communauté française de Belgique, qui n'est pas le gouvernement des Français de plus en plus nombreux qui vivent en Belgique. Alors voilà, est-ce que cette photographie vous semble fidèle, en tout cas partielle, mais fidèle de votre carrière? Oui, mais je préciserai donc de ce qu'on appelle aujourd'hui ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est la traduction de communauté française, terme qui existe dans la Constitution belge. Oui, le terme communauté française existe dans la Constitution belge et Wallonie-Bruxelles est le terme usité. Et je sais qu'en Flandre, certains contestent cette appellation. On pourra peut-être en parler d'ailleurs tout à l'heure. Alors, vous avez beaucoup écrit, hein, c'est important, puisqu'on est ensemble pour ce livre, votre dernier livre, Déconstruire la Belgique, avec un point d'interrogation. On verra que le point d'interrogation a son importance, avec un sous-titre pour lui assurer un avenir, là aussi avec un point d'interrogation. Mais vous avez, avant ça, beaucoup écrit sur la Belgique, depuis son indépendance en 1830, mais aussi quand elle était française ou autrichienne. Vous avez beaucoup écrit sur la Wallonie, sur le siècle des Lumières, en particulier sur les religions, sur la laïcité, sur la franc-maçonnerie à laquelle vous revendiquez d'appartenir. Et puis votre dernier livre, je le disais, je n'ai pas pu les compter tous tellement ils sont nombreux, ce livre, donc Déconstruire la Belgique, avec un point d'interrogation. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet, avec cette première question qui m'est venue à l'esprit, surtout en France d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la Belgique en 2015? Est-ce que c'est des Wallons, des Flamands, deux nations, un État? Pour combien de temps encore? La Belgique est un État composé certainement d'une nation flamande. Ça, c'est une certitude. Il y a une région de Bruxelles-Capitale qui est bilingue. Il y a une région francophone composée de Wallons. Mais j'ajouterais, parce qu'on les oublie souvent, à l'intérieur de la région wallonne, vous avez une communauté germanophone d'environ 80 000 habitants qui a aussi dans le système fédéral belge ses responsabilités, sa pleine autonomie dans toute une série de matières et de compétences de plus en plus larges. Et
je vois très bien, pour ma part, à moyen terme, que les germanophones constitueront une région à part entière à Bruxelles, au même titre que la Flandre, que Bruxelles et que la Wallonie. Ça, je vais dire, c'est inscrit dans les astres. Donc, c'est un pays qui a beaucoup évolué depuis sa création en 1830, puisque la Belgique est un pays relativement récent, mais un pays qui n'a jamais véritablement, à mes yeux, constitué une nation, en tout cas qui était relativement artificielle. Et c'est l'occasion peut-être de parler de la France, parce que qui a fabriqué la Belgique? C'est la France, on l'oublie souvent. Quand la Belgique était un composite, vraiment quelque chose d'assez hétérogène, avec toute une série de principautés très indépendantes les unes par rapport aux autres, mais soumises au pouvoir viennois. Au XVIIIe siècle, nous faisions partie de la monarchie austro-hongroise. Vous aviez la principauté de Liège qui coupait plus ou moins la Belgique d'aujourd'hui en deux, qui faisait partie de l'Empire allemand. Et vous aviez toute une série d'autres principautés totalement indépendantes, dont le duché de Bouillon, qui couvrait une partie du Luxembourg belge d'aujourd'hui et une partie du département des Ardennes. Donc, les Français, après la bataille de Jemappes... 1794 Non, 1792, n'est-ce pas? 6 novembre 1792. Donc, après la bataille de Jemappes, les Français vont déjà une première fois unifier cet ensemble. Ils vont devoir repartir au début 1793. Ils reviendront à partir de juin 1794 avec la bataille de Fleurus, n'est-ce pas? Et là, ils vont réaliser ce qu'on va appeler l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils vont faire table rase de toutes les anciennes principautés, et il va se passer pour ce qui ne s'appelait pas encore la Belgique, pour ces régions-là, ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire qu'ils vont réunir l'ensemble, et sur le modèle français, ils vont diviser ce nouvel espace en départements, et on va les appeler les départements réunis, ou les départements belgiques. C'est une chose que les Belges eux-mêmes oublient souvent, c'est que Belgique, au départ, est un adjectif, et ce sont les Français qui diront, vers 92-93, mais enfin, l'adjectif Belgique existe pour désigner une partie de ces principautés, la partie autrichienne. Les gens qui habitent cette partie-là, on les appelle souvent des Belges, mais donc, il y a la Belgique. Et c'est ainsi que le terme de Belgique fait son apparition vers 1792, mais une Belgique qui fait partie, jusqu'en 1815, de l'État français. Oui, nous sommes citoyens français du 1er octobre 1795 jusqu'à 1814. Puis, vous avez le retour de Napoléon. On en parle beaucoup sur les télévisions françaises pour le moment, quand il quitte l'île d'Elbe pour regagner Paris. Et de là, il repart immédiatement vers la Belgique. Et puis, ce sera Waterloo. Alors, on arrive à 1815, mais on va tout de suite passer à 1830. La question qu'on peut se poser, c'est la Belgique, la création officielle de la Belgique en 1830. Est-ce qu'à ce moment-là, la Belgique est un pays artificiel? Est-ce que c'est une construction? D'où d'ailleurs c'est un pays, à mon avis, la avis, Belgique est construite en 1830. En tout cas, c'est un pays qui comporte un vice fondamental, sur lequel je crois qu'il est important d'insister si l'on veut comprendre la suite du développement de l'histoire du pays qui s'appelle la Belgique jusqu'à aujourd'hui. En effet, donc, après Waterloo, nous devenons hollandais pendant 15 ans, et puis c'est après, au moment, à l'imitation de ce qui s'est passé pour la mise en place de la monarchie de Juillet en France, nous avons une révolution en Belgique en septembre qui conduit à la création de l'État belge. Mais cet État belge est vicié. Parce que dans l'esprit du temps, on veut d'abord en faire un État-nation un peu à la française, ultra-centralisé jacobin, avec, et ça c'est le point fatal, l'erreur de départ, avec une seule langue nationale qui est le français. Or, il faut savoir qu'à l'époque, 55% des habitants de la Belgique au moins parlaient un certain nombre de dialectes flamands et ne parlaient pas le français. Et donc, vous avez là un ensemble qui se constitue à partir de 1830 où
La langue nationale, la langue officielle, n'est pas la langue de la majorité de la population. Et ça va créer, évidemment, c'est la Belgique unitaire qui va fabriquer l'émergence, à partir de 1840, de ce qu'on va appeler le mouvement flamand, qui va revendiquer toute une série d'égalités. Je vous passe les détails, je veux simplement vous dire qu'il a fallu attendre 1898 pour que le flamand, enfin le néerlandais si l'on préfère, soit reconnu comme seconde langue nationale en Belgique. Et qu'il a encore fallu tout de même pas mal de dizaines d'années pour que les lois linguistiques soient respectées. L'enseignement supérieur en Flandre ne se dispensera en français, en flamand, à Gand, qu'à partir de 1930-1935. Donc, tous les diplômés de l'enseignement supérieur en Flandre, jusque, je schématise, 1935, ne le sont qu'en français. Donc, les élites flamandes sont francisées. Mais il y avait, depuis toujours en Flandre, et ça s'était renforcé avec la présence française à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, une élite, classe moyenne, noblesse, etc., qui avait fait le choix de s'exprimer en français. Et le français était la langue noble par excellence au XVIIIe siècle. Je ne vais pas vous parler du siècle des Lumières, je pourrais être trop disert, je préfère éviter donc cette thématique, mais il est évident que le français avait un rayonnement important et que, d'ailleurs, je le dis à des Français, c'est un signe, c'est très symbolique de ce qui va se passer par la suite. Les traités qui mettent fin à la guerre 14-18, pour la première fois dans l'histoire diplomatique européenne depuis le XVIIIe siècle, ne sont plus rédigés en français, mais en anglais. S'il n'y avait pas eu les Américains, ben la guerre 14, elle n'aurait pas été gagnée. Donc vous avez le poids économique, le poids démographique, vous avez tout ça qui joue. Et donc l'Angleterre et les États-Unis, c'est leur langue qui devient la langue diplomatique officielle et qui va s'imposer de plus en plus. Est-ce que dans le courant du XIXe siècle, il y avait tout de même un sentiment national belge? D'une élite extrêmement minoritaire. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est frappant. Chez un certain nombre de ministres, chez nombre de notables belges, et de célèbres familles comme la famille Nothomb et d'autres, s'interrogent souvent au XIXe siècle sur le fait que la Belgique est un pays artificiel, c'est le nom qui revient le plus souvent, et comment faire pour créer un élan, faire croire aux Belges qu'ils n'appartiennent pas à un pays artificiel. C'est le leitmotiv, c'est l'obsession des historiens, des intellectuels au XIXe siècle. Et on attend des historiens qu'ils soient des historiens, comme on dit, patriotes. Et en particulier d'Henri Pirenne. Et alors, il y en a un qui va, un génie de l'histoire, Henri Pirenne, qui est un francophone de la région de Verviers, qui va s'établir à Gand. Gand, qui est une ville qui comporte une minorité francophone et intellectuelle active, où il y a une université extrêmement importante et célèbre, où il est professeur d'histoire. Et Pirenne développe, à partir de ce qu'il a vu en Flandre, une certaine histoire, une certaine conception de la Belgique. Et en résumé, parce que ça vous permettra de comprendre, c'est ce qu'on retrouve encore dans un certain nombre de manuels scolaires ou de manuels d'histoire en France qui n'ont pas été mis à jour, si je puis dire, où on en reste à Pirenne, mais qui est par ailleurs un écrivain absolument merveilleux. Et à mon avis, ça reste le plus grand historien belge. Et j'incite encore les étudiants et ceux qui veulent à lire Pirenne, même si ces thèses ne sont plus crédibles d'une certaine façon. Pirenne développe l'idée qu'il existe un peuple belge depuis le Moyen-Âge. Donc bien avant 1830. Bien avant 1830. Et il y a un peuple belge, et où est ce peuple belge? Il est en Flandre. Et le cœur de l'histoire de Belgique, selon Pirenne, c'est la Flandre. Parce qu'il a tendance à surestimer le nombre de francophones qu'il y a dans la Flandre. Et la Flandre est prospère et riche. N'oubliez pas que Pirenne écrit à la fin du XIXe siècle, vers 1900. Pour Pirenne,
L'amalgame, l'analogie entre la Flandre prospère du Moyen-Âge et bilingue et la Belgique de la fin du XIXe siècle qui est prospère et bilingue, n'oubliez pas, c'est une chose que nous n'oublions souvent, que par rapport à son nombre d'habitants, mesdames et messieurs, la Belgique, entre 1900 et 1910, est la deuxième puissance économique au monde, derrière les États-Unis, avant ou à égalité avec l'Angleterre, bien avant la France, l'Allemagne et les autres pays. Donc, par ailleurs, l'indépendance, les libertés des municipalités flamandes est quelque chose de connu. Gand, Bruges et quelques autres grandes villes. Et c'est clair que dans la Belgique du XIXe siècle, et c'est encore le cas aujourd'hui, le bourgmestre, comme on dit chez nous, ici vous appelez ça le maire, a beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité, notamment en matière de police, que ce n'est le cas pour le maire en France. Donc il y a la vivacité de la vie communale qui lui donne aussi le sentiment d'une analogie entre la Flandre du Moyen-Âge et la Belgique de la fin du XIXe siècle. Et pour Pirenne, finalement, le développement de l'histoire, je passe les détails, c'est finalement l'émergence progressive d'un peuple belge. Et la Belgique, dit-il, est une nécessité de l'histoire. C'est-à-dire que ce peuple belge qui préexiste, qui prend corps, qui façonne en partie une histoire, un moment a besoin de se trouver des frontières, et donc c'est ainsi que naît la Belgique. Et dès que l'histoire de Pirenne sort de presse, elle est louangée par tout le monde politique, toutes tendances confondues, Eureka, il nous a trouvé une raison d'être. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les manuels scolaires. On réécrit, mesdames et messieurs, en 10 ans, tous les manuels scolaires de Belgique entre 1900 et 1914. Et Pirenne est devenu, j'ai dit, la Bible de l'histoire. Et quiconque osera s'écarter, ce sera vrai dans la partie francophone du pays, jusqu'au-delà de 1970. Quiconque osera s'écarter de cette vision de l'histoire de Belgique donnée par Pirenne est considéré comme un incivique. En même temps, en dessous de cette vision de l'histoire de Belgique, il y a un mouvement flamand qui, petit à petit, existe, se développe. Il a pris ses racines au XIXe siècle ou après la guerre 14-18 ? Bien avant, dès 1840. C'est d'ailleurs symptomatique de constater que la Belgique n'a véritablement d'existence internationale qu'à partir de 1839 et les derniers traités signés à Londres. Guillaume d'Orange-Nassau, qui était le roi des Pays-Bas, reconnaît l'indépendance de la Belgique, moyennant l'amputation de 2 territoires, ce qu'on appelle aujourd'hui une partie du Limbourg hollandais était belge, retourne dans l'escarcelle, et c'est 1839 qui voit la naissance du Grand-Duché de Luxembourg, qui est détaché, n'est-ce pas, du Duché de Luxembourg belge. Moyennant ces accommodements, l'indépendance de la Belgique est reconnue, et donc, à ce moment-là, à partir de 1839, on est entre Belges. Il n'est plus question de se faire reconnaître. La neutralité belge et l'indépendance belge est reconnue par les 5 grandes puissances, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la Russie et bien sûr la France. Et c'est dans ce contexte-là que on va voir la Belgique évoluer difficilement. Avec, vous le disiez, dès 1840, les années 1840, l'émergence d'un mouvement flamand. On voit, par exemple, déjà un certain nombre de bourgmestres flamands et de communes flamandes demander l'utilisation du flamand. On voit dans les années 1850 une enquête, et donc ça, ce ne sont pas des faits du XXe ou du XXIe siècle, hein. Ça se passe au milieu du XIXe siècle, on a oublié tout ça. Il y a une enquête sur l'usage du flamand dans les temps anciens. Et le gouvernement belge de l'époque remarque que le flamand était beaucoup plus utilisé qu'on ne le pensait, notamment à Bruxelles, qui est une ville flamande, je parle de Bruxelles-Ville jusqu'en 1830-1840. Et donc, à ce moment-là, on prend peur, et figurez-vous, ça arrive déjà vers 1855, il y a toute une étude, un dossier qui est constitué, et on le garde dans les tiroirs pendant 2-3 ans, on n'ose pas le sortir, et puis il y a des indiscrétions, il y a des interpellations au Parlement, et le rapport est publié. Et alors, ça va alimenter évidemment ce rapport, les revendications flamandes. On voit dans les revendications flamandes, déjà dans les années 1850, on voit apparaître
être éduqué dans sa langue, la justice en flamand, des régiments flamands et des régiments wallons, des administrations bilingues à Bruxelles. Tout cela sont des choses qui apparaissent au milieu du XIXe siècle dans les revendications. Et petit à petit, on peut parler d'un nationalisme flamand? Oui, progressivement, puisque comme la Belgique est un État dont la langue est la seule langue reconnue est le français, donc ceux qui représentent la Flandre au Parlement ne sont pas des Wallons, mais ce sont des Flamands qui ont choisi de parler français. Mais il y a une forme, j'allais dire, d'opposition à la Belgique qui est considérée un peu comme une Belgique marâtre, et donc une façon de s'affirmer, c'est de faire bloc sur le territoire flamand contre cet État francisé, mais qui ne correspond pas à la majorité de la population. Et ça, c'est ça, j'allais dire, le point de départ des difficultés que l'on va connaître en Belgique à partir de ce moment-là. Et donc, toute l'histoire de Belgique peut se faire au travers d'une lecture relative à ces questions. Parce que, je voudrais dire ceci, notamment comme j'ai le plaisir d'être en France et que je m'exprime devant un certain nombre de Français. Il faudrait dire ceci, c'est que on va fêter bientôt, disons commémorer Waterloo. Et donc, il y a des tas de manifestations qui sont prévues et qui seront grandioses à Waterloo. Vous avez en Wallonie des tas de gens qui se passionnent pour ça. J'ai dit comme en France. Bientôt, on va vous raconter dans les 15 jours qui viennent, à mon avis, que Napoléon a gagné à Waterloo. On n'en est pas loin. Hein, il y a une forme de chauvinisme et de supporter. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'en Flandre, on ignore Waterloo. On ne parle pas de Waterloo et de la période française. Pourquoi? Parce que la période française, elle apparaît comme une période de brimade. La volonté des Français, quand la Belgique est réunie à la France, c'est la même volonté qui s'est exprimée, je m'empresse de le dire, en Bretagne, en Alsace, près de Perpignan, et dans d'autres régions françaises, c'est éradiquer les langues régionales pour privilégier la langue dite de la liberté, qui était la langue des sections parisiennes au moment de la Révolution, c'est-à-dire le français. On mène la même politique, donc il n'y a pas une volonté anti-flamande. Les Français, en toute bonne conscience, appliquent la même politique anti-religieuse. Et il y aura pas la Vendée, l'équivalent de la Vendée, mais il y aura tout de même des guerres des paysans en Belgique en 1797-98, ou, très intéressant, dans les régions néerlandophones et germanophones de la Belgique d'aujourd'hui, à cause de la politique considérée comme anti-religieuse. Donc, pour les Français, pour les Flamands, la France et les Français, les occupations françaises, c'est synonyme de brimade, on se sent victime par rapport aux Français, on en veut aux Wallons notamment, alors que ce n'est pas eux qui habitaient nécessairement la Flandre, mais il y a donc là une méfiance qui est indiscutable et qui peut s'expliquer pour les raisons historiques que je viens de dire. Un jésuite, je termine par là, un jésuite flamand vers 1865, comme ça vous donne le ton, dira, et c'est ce que dira Pirenne et aussi beaucoup d'autres, la Belgique n'existe que parce qu'il y a la Flandre. Parce que sans la Flandre, la Belgique n'est qu'un bout de France. Or, si la Belgique comprend la Flandre, et ce père jésuite écrivait en 1865, la Flandre est comme un Gibraltar inexpugnable, parce que les Français seront toujours dans l'incapacité d'apprendre et de parler le flamand. Donc, c'est la meilleure garantie de survie de la Belgique. Alors donc, il y a ce nationalisme flamand dont vous venez de parler, mais y a-t-il en parallèle un nationalisme wallon? Est-ce qu'on peut parler de nationalisme wallon? Non. Même aujourd'hui, vous avez un sentiment d'identité wallonne. Moi-même, je suis wallon, et donc
je suis devenu fédéraliste à la suite de toute une série d'événements. Quand je suis entré à l'université, vu le déclin de la Wallonie, donc ça m'allait droit au cœur quand je voyais ce qui se passait dans le sillon industriel de ma région natale, qui était Charleroi, et où toute ma famille habitait et habite encore aujourd'hui. Et quand je voyais les luttes qui se passaient, mais il n'y a pas véritablement de nationalisme wallon. Vous n'avez pas de nationalisme francophone, parce que même si Bruxelles aujourd'hui, 90 à 93% des Bruxellois citoyens belges, en principe, s'expriment en français. Les statistiques sont là, on peut le dire. Mais Bruxelles, par ailleurs, est une ville très internationale. On y parle presque autant l'anglais que le français, avec les institutions européennes, l'OTAN, etc. Donc c'est un melting pot linguistique, quelque chose d'assez extraordinaire que Bruxelles. Mais en ce qui concerne les citoyens belges proprement dit, ils parlent français dans leur immense majorité. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une nation francophone en Belgique. Voyez-vous? Donc, il y a des sentiments régionaux qui se sont affirmés progressivement. Et il y a une sociologie bruxelloise qui s'affirme de plus en plus et où d'ailleurs francophones et néerlandophones se rejoignent. Parce que j'ai tout de même fait beaucoup de politique, comme vous l'avez rappelé, et j'ai tout de même eu l'occasion de rencontrer dans ma vie pas mal de ministres et de parlementaires flamands de Bruxelles, qui me faisaient part, j'allais dire dans l'intimité, pas en public bien sûr, du fait que quand ils allaient au Vlaams Parlement, au Parlement flamand par exemple, comme élus bruxellois, ils se sentaient ignorés. Parce que c'est ça aussi la problématique de la Belgique. Les Flamands de Bruxelles représentent aujourd'hui 2% de la population flamande du pays. Les francophones de Bruxelles représentent 21 à 22% de la population francophone, de la partie francophone des francophones de Belgique. Donc, ce sont deux poids différents, et c'est clair que les Bruxellois flamands se plaignent très souvent que leur voix flamande n'est pas entendue en Flandre. N'est-ce pas ? Ceux qui parlent de la Belgique à l'étranger, souvent en France d'ailleurs, parlent de l'équipe des Diables Rouges, de l'équipe de football, on parle éventuellement de la famille royale, mais vous ajoutez à ça, et vous venez d'y faire allusion, Bruxelles qui est en fait le cœur de l'évolution possible, la question centrale de l'évolution possible de la Belgique. Oui, donc j'ai dit, le titre de mon ouvrage, c'est Déconstruire la Belgique avec point d'interrogation. C'est un titre volontairement provoquant. Mais ça va vous paraître peut-être étrange, je suis relativement optimiste quant à l'avenir de la Belgique. En tout cas, elle ne va pas disparaître de sitôt. Parce que la Belgique, et c'est ça aussi la couverture, c'est un Lego. Ce qui a sauvé la Belgique depuis des décennies et des décennies, c'est ce que j'appellerais sa plasticité. C'est la politique du Lego. C'est l'ingénierie institutionnelle. C'est la capacité qui témoigne d'un grand sens démocratique d'ailleurs, d'un grand sens citoyen, contrairement à tout ce qu'on peut dire parfois, qui fait qu'il y a des difficultés, on les résout en transformant l'État. Ce qui veut dire que vous avez eu déjà de grandes révisions de la Constitution en Belgique, et moi je vous annonce, et ce n'est pas un scandale, qu'il y en aura encore d'autres. Je ne vais pas vous mentir, on le sait bien tous, il y aura encore d'autres renversements de situation en Belgique. Mais la Belgique n'est pas prête de disparaître. Il est possible il est même vraisemblable que l'État, le gouvernement central, appelons ça comme ça pour qu'on se comprenne bien, que le gouvernement central va encore perdre de sa matière première, de sa graisse, diront certains, au fil des années et de revisions à venir. Mais pourquoi est-ce que Bruxelles reste, malgré tout, le cœur ? C'est Bruxelles qui sauve la Belgique. Ce n'est pas la monarchie ni tout ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est la région de Bruxelles. Pourquoi ? J'y ai fait allusion tout à l'heure. Bruxelles était la capitale du duché de Brabant sous l'Ancien Régime. Et j'ai fait des statistiques avec des étudiants pendant des années qui me montrent que vers 1770, il n'y a que 10% de la population de Bruxelles-Ville. Je ne parle pas de tous les villages environnants qui étaient à 100% flamands, qui parlaient le français. En 1840, au moment de
l'indépendance belge, quelques années après, vous n'avez encore que 40% d'habitants de Bruxelles qui déclarent que leur langue principale est le français. Donc, la région de Bruxelles-Capitale aujourd'hui comporte 19 communes. Ce sont 19 communes qui se sont ajoutées comme communes bilingues au fil de l'histoire, par la francisation, l'immigration, tout ce que vous voulez. C'est une chose que même les Bruxellois ignorent. Les communes ne sont devenues 19 dans la région de Bruxelles-Capitale qu'en 1954, au moment où 3 communes, Gansoren, Berchem, Sainte-Agathe notamment, ont été agrégées à la région de Bruxelles bilingue, Bruxelles-Capitale, parce que les recensements linguistiques indiquaient que, il y avait suffisamment de francophones, ou les francophones étaient devenus suffisamment importants par rapport à la présence flamande. Donc, l'histoire de la région de Bruxelles est une histoire d'une francisation d'un territoire qui était encore au XVIIIe siècle quasiment à 100% flamand. Oui, mais la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si on part du principe que le mouvement du nationalisme flamand, un jour ou l'autre, envisagera et revendiquera son indépendance. En quoi est-ce que Bruxelles, en quoi est-ce que la région de Bruxelles pourrait être éventuellement l'empêcheur d'aboutir à cette indépendance? Je vous réponds, mais cette introduction était nécessaire pour vous montrer le degré des sensibilités. C'est parce que justement il y avait cette francisation qui correspondait à la sociologie, au nouveau peuplement, que Bruxelles est devenue ce qu'elle était. Et c'est pour éviter cela à l'avenir que la Flandre a obtenu en 1961 qu'il n'y ait plus de recensement linguistique en Belgique. On a fixé de façon définitive la frontière linguistique, et quel que soit le nombre d'habitants, quelle que soit plutôt la culture ou la langue parlée par les habitants, il n'était plus question de changer de statut après 1961. Les Flamands avaient peur de ce qu'ils appelaient en néerlandais la olivlek, c'est-à-dire la tache d'huile, c'est-à-dire cette pénétration francophone progressive qui entamait à leurs yeux le territoire flamand et son identité culturelle. Donc, aujourd'hui, en résumé, et je m'exprime devant le délégué général de la Vlaamse Gemeenschap à Paris, en résumé, c'est que, et devant l'ambassadeur de Belgique, ce qui, selon moi, risque de se produire ou de ne pas se produire, c'est que sentimentalement, même si les Flamands n'aiment pas Bruxelles, dont ils estiment qu'elle les a trahis d'une certaine façon, ce que je vous ai dit, c'est vrai que le Flamand qui vient à Bruxelles, et beaucoup viennent y travailler, ne se sent pas nécessairement chez lui dans une capitale, d'un royaume, où l'immense majorité de la population ne parle pas le néerlandais. Ça, c'est une réalité qu'on vit au quotidien quand on est à Bruxelles. Donc, vis-à-vis de Bruxelles, il y a une forme de rancœur qui héberge un pouvoir central qui a été l'image de la Belgique dominante, qui a victimisé la Flandre. Et donc, dans ce contexte-là, malgré tout, perdre Bruxelles, si la Flandre veut son indépendance, je crois que les esprits n'y sont pas encore prêts, parce que c'est leur arracher un bout de territoire. C'est leur arracher un bout de leur indépendance. Et il y a 2 ans et demi, avant les élections municipales, j'avais participé à un débat à l'RTBF avec le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et j'avais dit ceci, Bruxelles est finalement la sauvegarde de la Belgique, sauf si un certain nombre de changements interviennent. Nous étions avant les élections municipales et j'avais dit, si M. Bart de Wever devient bourgmestre d'Anvers, et si M. de Wever, qui est tout de même à la tête du principal parti aujourd'hui au sein du Parlement fédéral, si M. de Wever développe pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Bart de Wever, qui est le président de la NVA, qui est le parti nationaliste flamand. Et bourgmestre, donc maire d'Anvers, je dis, si M. de Wever développe un charisme suffisant, il me paraît peut-être le seul homme politique flamand aujourd'hui
qui soit susceptible, peut-être dans quelques années, d'amener les Flamands à se rallier à Anvers plutôt qu'à Bruxelles. Sans sous-estimer, tout de même, il ne faut pas sous-estimer les rancœurs de Bruges, de Gand, les grandes villes flamandes, et très belles villes par ailleurs, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à Anvers. Et donc, il y a là un aspect sentimental qui me paraît important. Et pour les Wallons, même s'il y a des rivalités, comme il y a dans tous les pays entre le centre et la périphérie, les Wallons sont jaloux des Bruxellois. Il y a trop de choses qui se décident à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est la capitale. C'est la réaction que l'on peut avoir en province à l'égard de Paris, en France. C'est la même chose. Mais Bruxelles, oui, je ne vais pas vous parler de Strasbourg, c'est tout de même la capitale de l'Europe. C'est une année, c'est le premier poste diplomatique au monde. L'année suivante, c'est le deuxième. Ça varie en permanence avec New York. Il ne faut pas l'oublier. Les grandes puissances, dont la France, ont minimum 4 ambassadeurs à Bruxelles. Comme les États-Unis, comme le Canada, comme d'autres. Donc, il y a cet aspect-là, c'est un poumon économique aussi. Le premier gisement d'emploi en Belgique, c'est aujourd'hui encore Bruxelles et sa région au sens large du terme. Et donc, et puis, pour les Wallons, malgré tout, et pour les Bruxellois, il y a un appui francophone avec les Wallons. Donc voilà, hors de Bruxelles, pas d'avenir pour la Belgique. Mais pour le moment, Bruxelles est là, et c'est la raison pour laquelle je crois que pendant quelques décennies encore, vous aurez des gymnastiques institutionnelles, vous aurez des émois passagers, et je ne les connaîtrai sans doute pas tous, puisque la Belgique me survivra à mon avis, n'est-ce pas, je ne les connaîtrai pas tous, mais il y a un mouvement qui est engagé depuis très longtemps et qui continuera. Et malgré tout, qui continuera. Et si l'Europe réussit davantage que ce n'est le cas, elle a traversé une crise maintenant, mais je crois que ceux qui parlaient d'une Europe des régions et non plus une Europe des nations dans les années 1970-1980 finiront peut-être par avoir raison. Mais donc très clairement, vous n'envisagez pas le scénario d'une indépendance flamande? Non, parce que je vais dire une chose. Devant l'irrationnel, il n'y a aucun argument rationnel suffisamment convaincant. Ça, il faut être certain. Il faut être conscient de cela. Vous n'allez pas raisonner, etc. Donc, simplement, je crois que la Flandre, donc, veut son indépendance, enfin, en tout cas, une grande partie, en tout cas, il veut être débarrassé d'une tutelle qui les dérange, mais par ailleurs, il y a cet aspect sentimental qui n'a rien de rationnel, c'est la région de Bruxelles. Je me rappelle le grand éditorialiste flamand qui fut rédacteur en chef du Standard pendant de très nombreuses années, Manu Reus. Il y a 15 ans, publié en néerlandais un ouvrage que j'ai lu qui s'appelait Bas les masques, et qui expliquait, il fallait oser d'ailleurs, qui expliquait aux Flamands: ne vous obstinez pas, vous avez perdu Bruxelles. La francisation de Bruxelles est un phénomène irréversible. Intéressez-vous davantage aux Pays-Bas, c'est-à-dire à la Hollande. Mais il faut bien dire que ce discours est un discours qui est nettement minoritaire. Comme je vous le disais tout à l'heure avant que nous descendions ici, je vais vous citer 2 chiffres, mesdames et messieurs. Les francophones de Belgique, pour 40% d'entre eux, regardent de façon privilégiée la télévision française. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne regardent pas la télévision belge, mais je dis, regardent de façon privilégiée 40% la télévision française. Et ce n'est pas pour ça qu'ils veulent être attachés à la France. Tous les sondages là, d'opinion sont... C'est rien du tout, c'est moins d'1%. J'allais vous poser la question du rattachisme, mais... Voilà. Et en ce qui concerne la Flandre, il n'y a que 6% de Flamands qui regardent de façon privilégiée la télévision hollandaise. Donc, vous avez l'attrait à l'égard de la Hollande n'est pas ce qu'on pourrait croire. Il y a d'abord déjà, ça va vous surprendre, des distances linguistiques qui sont en train de se prendre
entre la Flandre et les Pays-Bas. J'ai regardé, parfois en regardant la télévision flamande, à la VRT, des feuilletons hollandais sous-titrés en flamand. Ça arrive parfois. Ce qui montre qu'il y a là... Et puis, il y a toute une histoire. La Hollande a été protestante, majoritairement. La Flandre, qui faisait partie des Pays-Bas espagnols et autrichiens, était restée profondément catholique. Donc, vous avez là, je vais dire, tout un passif, un passé et un passif, qui font que il n'y a pas véritablement d'atomes crochus. Donc pas de rattachement de la Flandre aux Pays-Bas, pas de rattachement de la France, de la Wallonie à la France, mais on a quand même l'impression que la Belgique, que les Belges vivent de plus en plus côte à côte, les Belges, les Flamands et les Wallons, de plus en plus côte à côte, séparés. On est passé un petit peu de l'opposition à l'indifférence totale. On est passé, en tout cas, à de plus en plus, je ne dirais pas une indifférence totale, mais à une indifférence de plus en plus grande. Je dirais aussi que là-dedans, la presse, les médias ont une part de responsabilité. Mais c'est un phénomène qui transcende les frontières. On veut, quand je vois le débat en France, à propos de France Bleu, c'est ça ? France Inter et une de ses filiales, comment il y a 59 stations en France. Si on supprime une station, on ne va pas pouvoir entretenir les gens dans le marais local. On va leur parler d'autre chose que de ce qui les touche directement. Mais c'est ce qui s'est passé dans la presse belge. Si vous prenez les 2-3 grands journaux nationaux aujourd'hui, je parle de la langue française, si vous habitez la région de Bruxelles, vous aurez 2 pages d'informations sur la région de Bruxelles, mais vous n'aurez plus rien sur le Hainaut, Namur, Luxembourg et Liège. Voyez-vous, si vous habitez le Hainaut, ce qui est mon cas, vous aurez des informations, une page, pas 2, sur le Hainaut comme information régionale, mais vous n'aurez plus rien, sauf s'il y a un crime ou quelque chose d'un phénomène important, sur Liège, sur le Luxembourg, sur Namur et sur Bruxelles. Donc, à la radio et à la télévision, ça commence à être aussi la même chose avec... je vais dire, le développement des télévisions régionales. Mais donc les conditions culturelles sont en place pour une distanciation de plus en plus forte par rapport à l'État. Des 2 peuples, entre guillemets, oui, qui composent la Belgique. Mais par rapport à l'État central aussi. Donc ça, c'est un phénomène, oui. Moi, je crois qu'il y a donc un phénomène qui se déroule en France aussi et dans les autres pays qui nous entourent. Il y a une forme de mondialisation qu'est l'Europe. Et quand vous allez vers des unités de commandement, j'allais dire, plus grandes, elles deviennent de plus en plus lointaines, elles deviennent de plus en plus anonymes, et vous avez besoin de retrouver des racines. Et donc, le développement de l'Europe, et je suis un Européen fervent, et le développement de la mondialisation, qui n'est pas un phénomène du XXe siècle, quand on connaît l'histoire, je pourrais vous en raconter beaucoup, s'accompagne nécessairement d'un besoin d'ancrage local. Et c'est pour ça que, n'en déplaise aux Jacobins comme Zemmour et quelques autres, il n'y a rien à faire. Le phénomène régional et régionaliste en France est enclenché et va continuer à se développer. Ça correspond aussi à des besoins de recherche d'identité. C'est l'Europe qui sauverait la Belgique de ses forts centrifuges. Oui. D'une certaine manière. Enfin, la Belgique subsisterait, mais avec un poids... Moi, je crois qu'on va aller un de ces jours vers la représentation de régions. Elles y sont déjà d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Je rappelle qu'il y a un conseil des régions. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui a frappé beaucoup en France, c'est la longue crise ministérielle, la longue crise pour former le gouvernement Di Rupo en 2011. Il a fallu 541 jours, je pense, de crise gouvernementale pour former ce gouvernement. En quoi est-ce que cette crise est révélateur de l'évolution des institutions belges ? Mais je suis interloqué parfois, effectivement, quand j'entends des commentateurs français de citer en exemple la Belgique. Il y a tout de même... Enfin, oui, parce qu'il y a une incompréhension. C'est vrai que la Belgique a continué à vivre presque normalement, bien que dépourvue d'un nouveau gouvernement central pendant 541 jours, ce qui est extraordinaire. Mais nous avons une technique en Belgique qui s'appelle l'expédition des affaires courantes. Et donc, pour régler tous les problèmes importants,
ce gouvernement dispose des pouvoirs, avec l'assentiment d'ailleurs de l'Assemblée, pour continuer à gouverner. Mais c'est l'un des avantages du fédéralisme belge, c'est que vous avez des gouvernements régionaux qui gèrent des budgets de plus en plus importants et qui donc, quand il y a une crise au niveau du gouvernement central, ou comme on dit aujourd'hui du gouvernement fédéral, mais eux continuent à gérer. Il y a eu des élections, mais il y a des gouvernements. Je prendrai une grande partie de la politique économique aujourd'hui, elle est régionale. L'enseignement, la culture, et l'enseignement, c'est tout de même pas rien, ce sont des matières, pour simplifier, je dirais, régionalisées. Le logement, les travaux publics, l'entretien des routes, etc., etc., je pourrais continuer. Donc, tout cela échappe maintenant à la tutelle du gouvernement central. Ce qui veut dire que quand vous avez eu des élections et qu'il y a des périodes de tension pour savoir comment va-t-on remodeler la Belgique et comment va-t-on pouvoir constituer une majorité, mais pendant ce temps-là, il y en a tout de même un certain nombre qui travaillent à l'échelle des régions et qui permettent de sauvegarder, j'allais dire, une évolution normale et voilà. Alors, je voudrais revenir, avant de terminer, probablement prochainement, de revenir au titre de votre livre, Déconstruire la Belgique avec un point d'interrogation. Donc, vous répondez, oui, il faut la déconstruire pour la comprendre, et pour lui assurer un avenir avec un point d'interrogation, vous dites oui, la Belgique a un avenir. Oui, elle a un avenir à la condition de continuer, quand c'est nécessaire et quand la sociologie le montre, quand elle est appelée à se réformer. C'est la réforme qui permet de sauvegarder. Je vais dire une chose, on dit souvent, et c'est un discours qu'on entend dans tous les pays, mais qu'on entend en Belgique, « Oh, tout ça n'arriverait pas s'il n'y avait pas les politiciens. » Mais non, les hommes et les femmes politiques, quand on suit tout ce qui se passe dans le pays, tous ces hommes et ces femmes politiques ne font que refléter l'évolution sociologique. Ils sont en adéquation, simplement, avec les vœux exprimés par la base politique. Et je dirais qu'en partie, en Belgique, je reconnais que ça complexifie la constitution des gouvernements. Mais je me flatte d'appartenir à un pays très démocratique qui a, depuis la fin du XIXe siècle, introduit une représentation à la proportionnelle, avec l'un ou l'autre correctif, et c'est ce qui fait qu'en Belgique, nous n'avons pas, comme en France, des affrontements de chapelles violents, et où on a appris, comme en Allemagne, comme dans d'autres pays, à gouverner à plusieurs. Les libéraux gouvernent parfois avec les socialistes. Les socialistes gouvernent parfois avec le centre. Les libéraux gouvernent parfois avec le centre, etc., etc. Donc, nous n'avons en Belgique, ce n'est possible, que des coalitions gouvernementales représentatives de plusieurs partis. D'ailleurs, vous utilisez une expression à la fin de votre livre qui était un peu étrange, mais que je comprends mieux en vous écoutant, où vous dites, je vous cite, « Des identités se sont fortifiées en Belgique, elles n'ont pas nui au civisme belge ». Qu'est-ce que vous entendez par ce mot ? Je veux dire par là que la Belgique, et nous avons tracé ça, nous avons pris de grandes enjambées pour traverser 2 siècles, c'est que la Belgique a connu de grandes transformations. Elle n'a pas de devise comme liberté, fraternité, égalité. Elle n'a pas eu sa révolution française. Elle a eu une révolution beaucoup moindre. Mais j'ai dit, la Belgique, c'est un peu comme l'Angleterre. L'Angleterre a fait sa révolution 150 ans avant la France. Et puis elle a évolué. Et l'Angleterre est une des plus grandes démocraties au monde. Eh bien, la Belgique est une grande démocratie et il y a des oppositions. Elles se règlent par la négociation. J'insiste sur ce point, elles se règlent par la négociation. On doit moyenner sur un certain nombre de choses. Il faut faire des concessions réciproques. Et c'est ce qui permet à la Belgique d'évoluer. Mesdames et messieurs, je voudrais simplement dire que dans notre pays, il n'y a pas de mort et le sang n'a pas coulé à cause de toutes ces querelles communautaires et linguistiques qui parfois font les choux gras de l'extérieur. Ce n'est pas la Corse, ce n'est pas la Bretagne, ce n'est pas le Pays Basque, ce n'est pas l'Irlande, etc., etc., etc. Donc voilà, ça témoigne donc d'un grand pragmatisme,
d'un grand sens des réalités, d'une capacité d'adaptation, d'une capacité d'inventivité institutionnelle qui est tout à fait remarquable. Et donc, moi, je n'en rougis pas. Au contraire, je m'en félicite. Merci Hervé Asquin. Je pense qu'on peut peut-être passer la parole à la salle.